Je me souviens parfaitement du moment où j'ai compris que mes parents voulaient ma mort. Ce n'était pas dans le fracas de l'accident, ni dans les flammes qui léchaient la carrosserie de la BMW, mais dans le silence qui suivit. Ma mère n'a pas crié mon nom. Mon père n'a pas essayé d'ouvrir la portière bloquée. Ils sont restés là, à quelques mètres, se regardant comme s'ils venaient de signer un contrat invisible. La voiture avait dérapé sur cette route départementale sinueuse du Luberon, sous une pluie torrentielle de novembre. J'étais au volant, c'était moi qui conduisais. Comme toujours quand nous rentrions de ces dîners familiaux où l'on parlait héritage sans jamais prononcer le mot. Mon grand-père venait de mourir, laissant une fortune que mes parents attendaient depuis 30 ans. Et moi, Alexandre, le fils unique, j'étais l'obstacle légal. L'impact avait été violent. J'ai senti mes côtes se briser contre le volant. Le sang chaud coulait sur mon visage. L'essence s'était répandue. Et une étincelle avait suffi. Les flammes ont commencé à danser. J'ai hurlé, « Maman, papa, aidez-moi !» Ma voix se perdait dans le crépitement du feu. Je les voyais à travers le pare-brise fendillé. Ma mère, élégante dans son manteau en cachemire, a porté la main à sa bouche, pas d'horreur, mais comme pour étouffer un sanglot de soulagement. Mon père a sorti son téléphone. Mais il n'appelait pas les pompiers. Il prenait des photos. C'est là que j'ai compris. Tout s'est assemblé en un instant glacial. Les assurances vie souscrites à mon nom dont il parlait à voix basse. Les disputes sur la clause de substitution dans le testament de grand-père. Les regards qu'ils échangeaient quand je parlais de mes projets. Voyager. Créer une fondation pour les enfants malades. J'étais le fils qu'ils avaient eu trop tard. L'erreur qui retardait leur rêve de luxe absolu. J'ai rassemblé mes dernières forces pour pousser la portière côté passager. Celle qui n'était pas bloquée. Le métal a grincé. Et je me suis traîné dehors, rampant sur le bitume mouillé tandis que la voiture explosait derrière moi. L'onde de choc m'a projeté plus loin. Je suis resté étendu sous la pluie, brûlé au 3e degré sur le dos et les jambes. Les poumons remplis de fumée. Ils ont dû penser que j'étais mort. Ils sont montés dans leur seconde voiture, celle qu'ils avaient garée plus loin. Prévoyance oblige, et ils sont partis. Les pompiers m'ont trouvé 3 heures plus tard, grâce à un camionneur qui passait. On m'a déclaré mort pendant 47 secondes. Puis le cœur est reparti. À l'hôpital d'Aix-en-Provence, on m'a plongé dans un coma artificiel. Les brûlures étaient horribles. La greffe de peau interminable. Mais j'ai survécu. Et pendant ces mois de reconstruction, j'ai eu le temps de penser. Ma tante Claire, la sœur de ma mère, est venue me voir en secret. Elle n'avait jamais aimé mon père. Ce parvenu qui avait épousé sa sœur pour l'argent. Elle m'a apporté des documents, les nouvelles polices d'assurance, signées juste après la mort de grand-père, avec une clause d'indemnité doublée en cas d'accident mortel. Et surtout, l'acte notarié qu'ils avaient fait établir, si je mourais sans descendant. Tout revenait à eux directement. Claire pleurait. Ils t'ont toujours vu comme un moyen, Alexandre. Jamais comme un fils. Je l'ai écouté sans rien dire. Le visage encore bandé. À l'intérieur, quelque chose s'était brisé définitivement. L'amour filial, cette illusion tenace, avait brûlé avec la voiture. Quand j'ai pu enfin parler, j'ai demandé à Claire de m'aider. Pas à les dénoncer, pas encore. Mais à disparaître. Officiellement, Alexandre de Villiers était mort dans l'accident. Les journaux en avaient parlé, tragique accident dans le Luberon, un jeune héritier périt dans l'incendie de sa voiture. Mes parents avaient organisé des funérailles magnifiques. Larmes de crocodile à l'appui. J'ai vu les photos dans les magazines People. Depuis ma chambre d'hôpital sous un faux nom. Je suis devenu Antoine Moreau. Un nom banal. Un visage reconstruit par la chirurgie. Les cicatrices. Je les ai gardées. Elles me rappelaient chaque jour pourquoi je respirais encore. Les premiers mois de ma nouvelle vie ont été un enfer calme. Je vivais dans un petit appartement à Marseille, près du Vieux-Port. Payé par Claire avec l'argent que j'avais réussi à détourner avant l'accident. Un compte offshore que mon grand-père m'avait ouvert à ma majorité, dont mes parents ignoraient l'existence. J'apprenais à marcher à nouveau, à supporter la douleur des greffes, à regarder mon reflet sans vomir. Mais surtout, j'observais. De loin. Grâce à un détective privé recommandé par Claire, j'avais accès à leur vie. Ils étaient en pleine lune de miel macabre. La villa de Saint-Tropez rénovée. Les voyages à Courchevel. Les soirées avec le gratin parisien. Ma mère, autrefois si discrète, posait maintenant pour gala en robe couture. Mon père paradait avec une nouvelle montre Patek Philippe, payée avec l'assurance vie. Sans doute. Il parlait de moi comme d'un fantôme regretté. Mais utile. Alexandre aurait voulu que nous soyons heureux.
disait ma mère dans une interview. Mon père renchérissait, il était si généreux. J'ai ri pour la première fois depuis l'accident en lisant ça. Un rire sec. Douloureux. J'ai commencé à planifier. Pas une vengeance brutale. Non. Quelque chose de plus raffiné. À la française, lente. Insidieuse. Qui ronge de l'intérieur. Je voulais qu'il perde tout ce pourquoi il m'avait sacrifié. Sans jamais comprendre comment. D'abord, j'ai contacté Maître Duval. Le notaire de famille. Un homme vieux jeu. Attaché aux convenances. Je lui ai envoyé. Anonymement. Des copies des polices d'assurance et des preuves de fraude potentielle. Les photos que mon père avait prises de l'accident. Retrouvées sur son téléphone cloud piraté. Duval Ableme. Il m'a retrouvé grâce à un message codé que j'avais laissé. Nous nous sommes vus dans un café discret de Lyon. Monsieur. Moreau. A-t-il commencé? Hésitant. Je lui ai tout raconté. Il a vieilli de 10 ans en 1 heure. Si cela est vrai, c'est un crime abominable. Je lui ai demandé de ne rien faire pour l'instant. Juste de préparer le terrain, vérifier le testament de grand-père. S'assurer que la clause de substitution n'était pas aussi solide qu'il le croyait. Ensuite, il y avait Élise. Ma fiancée d'alors. Celle qui avait rompu 3 jours après l'accident. Prétextant ne pas supporter la douleur. Je l'avais aimée follement. Elle était devenue, en quelques mois, la nouvelle compagne de mon père. 28 ans. Lui 55. Les photos d'eux en vacances aux Maldives m'avaient brûlé plus que les flammes. Je l'ai contacté via un faux profil. Des messages ambigus. Des souvenirs partagés. Elle a mordu à l'hameçon. Nous avons échangé pendant des semaines. Elle se confiait, ton père est gentil. Mais il n'est pas toi. Mensonge. Puis, il parle tout le temps d'argent. C'est épuisant. Je souriais en lisant. Je semais le doute. Un soir, je lui ai proposé de nous voir. Elle a accepté. Rendez-vous dans un hôtel à Nice. J'ai porté un chapeau, des lunettes, une écharpe couvrant mes cicatrices. Elle ne m'a pas reconnu tout de suite. Quand je me suis présenté comme un ancien ami d'Alexandre, elle a pâli. Nous avons parlé longtemps. Je lui ai montré des preuves, les messages que mon père échangeait avec une maîtresse à Paris, les dettes de jeu qu'il cachait. Élise a pleuré. Je croyais qu'il m'aimait. Je lui ai proposé un marché, m'aider à récupérer ce qui m'appartenait. Et je lui offrirais une nouvelle vie loin de tout ça. Elle a accepté. Trop vite. C'est là que j'ai compris qu'Élise n'était pas une victime. Elle était une opportuniste. Mais une opportuniste, ça se manipule. L'année suivante, je suis revenu à Paris. Sous mon nouveau nom, j'ai monté une petite galerie d'art contemporain dans le Marais. Rien de tapac sans grave-l'œil, mais suffisamment chic pour attirer le milieu que fréquentaient mes parents. J'exposais des artistes émergents, organisais des vernissages où le champagne coulait à flot. Élise jouait son rôle à la perfection. Elle s'était rapprochée de ma mère, devenant sa confidente. Elle rapportait tout, les angoisses de mon père face aux dettes qui s'accumulaient, il avait mal investi l'argent de l'assurance. Les disputes nocturnes. Les somnifères que ma mère avalait comme des bonbons. Un soir, lors d'un dîner chez eux, Élise y était invitée. Mon père a craqué. Parfois, je rêve qu'Alexandre est encore vivant. Qu'il nous regarde. Ma mère a ri nerveusement. Ne dis pas de bêtises. Il est mort. Nous avons vu le corps. Mais le doute était planté. J'ai accéléré. Grâce au détective, j'ai récupéré l'enregistrement de la caméra de la route départementale, une caméra de surveillance agricole que personne n'avait pensé à vérifier. On y voyait clairement leur seconde voiture garée en amont. Les phares éteints. On y voyait mon père sortir. Regarder l'accident. Puis repartir. Je l'ai envoyé anonymement à mon père. Juste un lien vers un cloud sécurisé. Il l'a ouvert seul dans son bureau. Élise m'a décrit la scène. Il est devenu blanc comme un linge. A vomi dans la corbeille à papier. Le lendemain, il a engagé un détective pour retrouver l'expéditeur. En vain. J'étais un fantôme. Puis est venu le moment de la galerie. J'ai organisé une exposition intitulée « Résurrection ». Des œuvres sur la mort. La renaissance. La trahison familiale. J'ai invité mes parents via Élise. Ils ont accepté, curiosité malsaine. Peut-être. Le soir du vernissage. La salle était bondée. J'étais derrière le bar, servant le vin. Mon père est entré le premier. Costume impeccable.
mais les yeux rougis par l'insomnie. Ma mère suivait, nerveuse. Ils se sont arrêtés net devant la pièce centrale, une installation vidéo. Des images de flammes. Une voiture qui brûle. Un mannequin carbonisé. Et en boucle. Une voix synthétique murmurant « Ils m'ont laissé mourir ». Mon père a vacillé. Ma mère a agrippé son bras. Ils ont cherché Élise du regard. Mais elle avait disparu, comme convenu. Je me suis approché. Sans me dévoiler encore. « Vous aimez l'exposition » ai-je demandé d'une voix calme. Mon père m'a dévisagé. Quelque chose dans mon regard l'a troublé. « Vous me rappelez quelqu'un » a-t-il murmuré. J'ai souri. Vraiment, peut-être un mort. Ils sont partis précipitamment. Cette nuit-là, mon père a fait une crise cardiaque. Pas mortelle. Juste assez pour l'hospitaliser. À l'hôpital, ma mère veillait seule. Élise lui avait annoncé qu'elle partait, je ne supporte plus cette atmosphère. Ma mère s'est effondrée. C'est là que je suis entré en scène directement. Je suis venu voir mon père sous mon vrai nom, enfin. Le nom qu'il croyait mort. J'ai soudoyé une infirmière pour entrer hors visite. Il était branché à des machines. Pâle. Vieilli de 10 ans. Quand il m'a vu, il a arraché son masque à oxygène. Alexandre. Sa voix était un souffle. Bonjour. Père. Il a essayé de crier. Mais aucun son n'est sorti. J'ai approché une chaise. Tu croyais vraiment que c'était fini? Il pleurait. On ne voulait pas. C'était un accident. On paniquait. Mensonge. Je le voyais dans ses yeux. J'ai sorti mon téléphone. Lancé la vidéo de la caméra. Il a fermé les yeux. Tu vas me dénoncer? Pas encore. Je veux que vous souffriez comme moi j'ai souffert. Chaque jour. Ma mère est entrée à ce moment. Elle a hurlé en me voyant. Les infirmières ont accouru. J'ai disparu avant qu'on appelle la police. Après ça, leur vie s'est écroulée lentement. Les créanciers ont frappé, mon père avait hypothéqué la villa. Les amis se sont éloignés. Sentant le scandale. Les journaux ont commencé à parler de « rumeurs » sur l'accident. Maître Duval a agi. Il a révélé que le testament de grand-père contenait une clause secrète. Si un héritier direct était victime d'un acte criminel de la part d'un autre héritier, tout était reversé à des œuvres caritatives. Preuve à l'appui. Il a lancé une procédure. Mes parents ont tout perdu. La villa vendue aux enchères. L'appartement parisien saisi. Ils se sont retrouvés dans un 2 pièces à Créteil. Je les observais de loin. Mon père buvait. Ma mère prenait des antidépresseurs. Ils ne se parlaient plus. Un soir, mon père m'a appelé. Il avait retrouvé mon numéro via Claire, qui avait craqué sous la pression. Alexandre. Pardonne-nous. Nous étions fous. L'argent nous rendait fous. Je suis allé les voir. Dans leur appartement minable. Ma mère m'a ouvert. Méconnaissable. Vieillie. Défaite. Nous nous sommes assis. Silence lourd. Pourquoi? Ai-je demandé simplement. Mon père a parlé longtemps. L'histoire d'une jeunesse pauvre. La rencontre avec ma mère issue de la grande bourgeoisie. La honte permanente. Le désir de prouver. Moi, j'étais arrivé trop tard. Quand ils avaient déjà tout sacrifié à l'apparence. Nous t'aimions. À notre manière. A dit ma mère. J'ai ri. Votre manière valait la mort. Ils ont pleuré. Suppliant le pardon. J'avais le choix. Les dénoncer, ils iraient en prison. Ou leur laisser la vie sauve. Dans la misère. J'ai choisi une 3e voie. J'ai révélé que j'avais racheté leurs dettes. Anonymement. Tout leur appartenait désormais à moi. Ils vivraient dans cet appartement. Avec une petite rente que je leur verserais. À condition qu'ils signent un papier, reconnaître par écrit ce qu'ils avaient fait. Ils ont signé. Tremblant. Les années ont passé. Je suis devenu riche, la fondation que j'avais rêvée. Les investissements judicieux. J'ai épousé une femme qui m'aimait pour moi. Pas pour l'argent. Nous avons eu 2 enfants. Mes parents vivaient toujours. Je leur rendais visite une fois par an. Conversation polie. Distance. Ils avaient vieilli prématurément. Mon père était sobre désormais. Ma mère tricotait. Un jour, mon père m'a demandé « Es-tu heureux ?» Alexandre, j'ai réfléchi. Oui. Grâce à vous.
Vous m'avez appris ce que valait vraiment la famille. Rien. Il a hoché la tête. Ma mère est morte la première. Cancer. Mon père l'a suivi 6 mois plus tard. Crise cardiaque. 7 fois fatale. À l'enterrement, j'étais seul. Pas de discours. Juste des roses blanches sur les cercueils. En rentrant, j'ai brûlé leur confession écrite dans la cheminée de ma maison en Provence, la villa que j'avais rachetée. Était-ce une vengeance réussie? Ils avaient souffert. Oui. Perdu tout. Mais ils étaient morts dans leur lit. Entourés. Certains diront que je n'ai pas été assez loin. Que j'aurais dû les détruire complètement. D'autres que le pardon relatif était la pire des punitions. Moi, je ne sais pas. Parfois, la nuit, je rêve encore des flammes. Je sens l'odeur de l'essence brûlée. Et je me demande si la vengeance guérit vraiment quelque chose. Ou si elle ne fait que transmettre la brûlure. Fin.